L'opposition politique satisfaite de son score aux élections municipales, le meilleur sous la 4e République. Le CEPOP a rencontré la presse aujourd'hui pour un bilan. Il déplore tout de même le climat délétère qui a entouré ces élections. D'autres questions d'actualité liées notamment à la sécurité et à la justice ont été abordées. Le détail dans un instant. Et puis le mois de juin, celui des angoisses pour les élèves en classe d'examen, que ce soit au primaire ou au secondaire, CEP, BEPC, CAP ou BEP, tous ces examens sont programmés ce mois. Des centaines de milliers de candidats en pleine préparation et qui rêvent du précieux parchemin, un défi organisationnel pour le ministère de l'Éducation nationale. Le point dans ce journal. Et puis on s'arrête dans cette édition sur une question délicate, voire taboue, qui concerne les filles, la gestion des menstrues en milieu scolaire. Une étude révèle que dans la plupart des écoles, les infrastructures sont inadaptées, une grande source de stress pour les jeunes filles quand arrive cette période de leur cycle naturel. Explication dans ce journal. La perpétuité pour Hissène Habré, le tribunal spécial africain a rendu son verdict aujourd'hui à Dakar et il a eu la main lourde. L'ancien président tchadien a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, esclavage et enlèvement. C'est l'aboutissement de longs mois de procédure marqués notamment par le mutisme de l'accusé. Pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est la preuve que les Africains peuvent juger eux-mêmes les crimes commis sur le continent. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Fin de mandat pour le professeur Amadou Amamaïga à la tête de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Le directeur général est allé faire ses adieux au président du FASO ce matin et lui dire merci pour le soutien reçu. L'Institut a pris de l'envergure au fil des années, mais traverse actuellement une période de crise marquée par des grèves à répétition. Mais selon le professeur Maïga, une nouvelle feuille de route a été établie pour sa bonne marche. Souleymane Sanou et Moumouni Soubega. Je voudrais terminer mon mandat de directeur général de 2 yeux. Donc lui faire mes adieux et surtout le remercier l'ensemble du peuple du Burkina Faso pour tous les soutiens dont 2 yeux a bénéficié. Et depuis que moi je suis arrivé, ça fait 30 ans que je suis à 2 yeux, au Burkina Faso à 2 yeux, de tous les soutiens dont nous avons bénéficié pour développer cette institution. Au moment où j'arrivais, l'institution était une petite école d'ingénieurs, une petite école de techniciens supérieurs de 220 élèves au total, qui formaient juste pour la fonction publique. Aujourd'hui, 2 yeux est devenue une véritable université de sciences et de technologies de grande renommée, qui fait de la formation toujours, mais qui fait aussi de la recherche, et laquelle recherche a fait qu'aujourd'hui 2 yeux fait partie des plus grands centres reconnus dans ces domaines de compétences à l'international. Nous avons eu un soutien politique des différents gouvernements qui sont succédés ici au Burkina Faso et du peuple burkinabé. C'est ce qui a fait que cette institution est arrivée à ce standard international. Je venais le remercier pour cela et souhaiter que ce soutien se poursuive pour que les années à venir, mon successeur puisse trouver la même qualité donc de travail, les mêmes plaisirs de travailler, de poursuivre donc cette aventure. Enfin, donc, nous avons échangé sur les difficultés financières, organisationnelles, sur tout ça, et nous avons donc recueilli des recommandations de sa part dans ces domaines-là. Et ces recommandations vont être portées évidemment à mon successeur, mais l'ensemble des membres du comité de direction qui sont avec moi. À l'Assemblée nationale, clôture cet après-midi de la première session ordinaire de l'année du 2 mars au 30 mai. Les députés de la 7e législature ont voté en tout 19 lois ainsi que 4 résolutions. 17 questions orales, dont 4 avec débat et 40 questions écrites, ont également été enregistrées. Mathias Drabo, Adama Koulibaly. Dernières heures de la première session ordinaire de la 7e législature ce 30 mai à l'Assemblée nationale. Débutée le 2 mars dernier, cette session a permis de voter 19 lois et 4 résolutions. Des membres du gouvernement ont été interpellés à travers des questions, dont 17 orales, 4 avec débat et près de 40 questions écrites. La loi la plus importante demeure sans doute la loi de finances rectificative, votée le 19 avril. Une première session ordinaire, les députés ont été vraiment à la hauteur de leur tâche. Et ils ont pris à bras le corps leur travail, tant au plan interne du Parlement qu'au niveau des relations du Parlement avec d'autres structures telles que les parlements communautaires. Donc, dans l'ensemble,
l'esprit de consensus a prévalu au cours de cette première session. Et je crois que les députés, au-delà de leur chapelle politique, ont pu se hisser à la hauteur des intérêts populaires. Cette première session, selon le président de l'Assemblée nationale, s'est tenue dans un contexte d'amélioration de la gouvernance, de défis pour l'emploi des jeunes, mais aussi marqué par le défi sécuritaire, la guerre contre le terrorisme, une crise économique généralisée et surtout un regain d'incivisme au Burkina Faso. Il interpelle ainsi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour pallier ce phénomène. Et l'Assemblée nationale jouera sa partition en ce qui concerne l'aspect législatif. La deuxième session ordinaire de cette 7e législature est prévue pour le mois de septembre. Mais situation oblige, le président a annoncé la tenue de sessions extraordinaires avant cette période. Les premiers responsables de l'opposition politique face à la presse, je vous le disais en titre, c'était ce matin. Au menu, l'analyse des résultats des élections municipales. Le chef de file de l'opposition y voit des motifs de satisfaction, mais déplore les conditions générales de ce scrutin. Face aux journalistes, l'opposition a également fait un large tour d'horizon des questions d'actualité liées entre autres à la sécurité et à la justice. Compte rendu, Issa Ouedraogo, Maxime Zongo. Avec un total de 6 054 conseillers sur 19 152 sièges et surtout 2 partis membres parmi le trio de tête, l'opposition politique se réjouit d'avoir battu son propre record. C'est bien la première fois dans l'histoire des élections municipales sous la 4e République que l'opposition engrange un tel nombre de sièges. Dans la ville de Ouagadougou, l'opposition est même en passe de conquérir plusieurs arrondissements, du jamais vu sous la 4e République. Sur le plan organisationnel, l'opposition déplore un grave recul démocratique avec autant de violence qui aurait émaillé le scrutin. Le comble, s'indigne-t-elle, une corruption électorale généralisée. S'agissant du report de l'élection dans certaines communes, l'opposition prend acte mais prévient que seules les listes qui avaient été validées devront concourir. Nous sommes d'accord pour le report, mais nous disons aussi que si on reporte parce que la situation est délétère, ça veut dire qu'on ne reporte pas pour recommencer un processus à zéro. Donc ce sont les listes qui ont été validées avant là, qui doivent être autorisées encore à concourir. Et nous attendons de pied ferme pour voir quelle manœuvre on va nous servir, parce que nous voyons venir, pour faire en sorte que le MPP puisse rentrer dans le jeu là. Ce ne sera pas acceptable pour l'opposition et pour les Burkinabés. Sur le front social, l'opposition estime que l'économie nationale ne fait que sombrer et que malheureusement, le pouvoir en place se débat de façon maladroite. De la sécurité, elle demande au gouvernement de redoubler d'efforts et de tout mettre en œuvre afin d'arrêter les terroristes qui ont endeuillé le pays. Concernant la justice, elle s'indigne des procédures qu'elle estime bâclées et des lenteurs qui entravent la manifestation rapide de la vérité. C'est le mois de vérité qui s'annonce pour les élèves en classe d'examen, que ce soit au primaire ou au secondaire. Premier examen, celui du CEP qui débute dès le 7 juin. Près de 349 000 élèves sont concernés. Le département de l'éducation nationale a rencontré la presse pour faire le point des préparatifs. Autre information, concernant cette fois les événements de Nagaré, visiblement les choses piétinent, mais d'ores et déjà les enseignants qui ont subi des violences ont été dédommagés. Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation feuillette ici l'actualité de son département avec les journalistes. De tous les points abordés lors de ces échanges, 2 retiennent l'attention: l'organisation des examens scolaires et la situation à Nagaré. Le département en charge de l'éducation nationale peine à trouver des solutions définitives. Et selon Jean-Bertin Koulibaly, ces balbutiements sont dus à l'unicité du cas. Nagaré. Nous avons été confrontés à une situation qu'on n'avait pas encore vécue vraiment dans ce pays. Et donc, les textes que nous avions pour encadrer ce genre de situation se sont révélés non adaptés. Pour l'organisation des examens, le train est déjà en marche. Les épreuves écrites, orales et pratiques des examens du secondaire, à savoir le BEPC, le CAP et le BEP,
se dérouleront du 1er au 30 juin 2016 et celles du CEP du 7 juin au 13 juillet 2016. Quant aux épreuves d'éducation physique et sportive des examens du secondaire, elles se sont déjà déroulées sans incident majeur du 3 au 21 mai 2016. Cette année, ce sont 243 514 candidats contre 224 051 en 2015 qui prennent part aux différents examens du secondaire, soit un taux d'accroissement de 8,69%. Et puis, cette question sensible qui concerne les filles en milieu scolaire, comment gèrent-elles leur période de menstrues? Pas évident si l'on en croit le rapport d'une recherche démarrée en 2014 dans la plupart des écoles. Les infrastructures restent inadaptées aux conditions des filles en cette période de leur cycle naturel, une source importante de stress pour beaucoup d'entre elles. L'objectif de l'étude, c'est de proposer les mesures adéquates pour changer la donne. Issa Kafando, Bouma Ernest Nédier. Les menstrues relèvent du domaine de la femme. En milieu scolaire, la gestion hygiénique de ces menstrues chez les filles pose souvent problème. Une problématique liée au manque de certaines mesures adéquates. En effet, dans plusieurs établissements scolaires, l'hygiène dans les toilettes offre défaut. Et beaucoup de filles ne disposent pas d'informations adéquates sur leur cycle menstruel. La séparation des toilettes des filles de celle des garçons n'est pas non plus évidente dans tous les établissements scolaires. Une mauvaise gestion hygiénique des menstrues qui n'est pas sans conséquence sur le rendu scolaire des filles. D'abord, ça crée du stress chez les filles qui découvrent, donc qui sont paniquées, qui ne savent pas comment il faut prendre en charge. Ça joue sur les absences énormément chez les filles. Alors, il y en a totalement, ça joue sur les résultats scolaires parce qu'elles ne peuvent pas travailler. D'où la validation du rapport de cette étude sur la question. Une étude commanditée par le ministère en charge de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF. La validation du rapport devra permettre aux acteurs de l'éducation de passer de la théorie à la pratique. On aura des travaux dans différents ateliers pour pouvoir en fait nous faire ressortir, analyser même les défis en profondeur. Ensuite, proposer des actions, un plan par exemple opérationnel des actions et de transformation des recommandations en actions. La problématique de gestion hygiénique des menstrues n'est pas la seule préoccupation des acteurs de l'éducation. Il y a aussi celle des grossesses indésirées, un phénomène qui, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'Éducation nationale, prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans les établissements scolaires. À la veille de l'ouverture de la 12e semaine nationale de l'Internet, cette vaste campagne d'initiation à l'informatique, elle a été lancée ce matin, l'occasion pour les jeunes de dompter le clavier et la souris. Initiation, mais aussi sensibilisation sur les dangers des nouvelles technologies. Plusieurs dizaines de sites ont été mis en place à Ouagadougou et dans toutes les régions pour accueillir les apprenants. Objectif, former 15 000 jeunes. Explication, Abdul Rasmane Zongo. Ponctué de discours, de témoignages et de remises d'attestations de reconnaissance, ce cérémonial dénommé campagne d'initiation éthique, technologie de l'information et de la communication, se tient en prélude de la SNI, Semaine nationale de l'Internet, elle censée s'ouvrir dès demain mardi 31 mai. En attendant, l'initiation fait office, d'une part, de formation de 15 000 jeunes en perspective et d'autre part, de sensibilisation des usagers en vue d'une meilleure appropriation d'éthique et en relation avec le développement durable. On a lancé ce matin la campagne d'initiation à l'utilisation de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication sur 38 localités. Et on a beaucoup de conférenciers qui sont venus, qui sont des experts de ce domaine et qui sont là pour donner l'information à la population, comment il faut modérer dans l'usage, surtout du papier. Les efforts d'acteurs du privé tout comme du public, œuvrant déjà dans le domaine, ont été reconnus. Et je suis l'heureuse récipiendaire de cette attestation de reconnaissance pour ma contribution à la formation des jeunes filles et à leur initiation en informatique. TIC et développement durable est la thématique majeure de la 12e édition de la SNI, dont le programme affiche, selon les organisateurs, beaucoup d'innovations.
Les jeunes ciblent également du service national pour le développement. Objectif, leur inculquer les valeurs de civisme et de patriotisme. Cette année, les formations du SND vont toucher 5500 jeunes des 13 régions. En plus des modules traditionnels, les questions de sécurité, de corruption et du patrimoine culturel sont au menu. Depuis ce matin, 300 jeunes du Centre-Sud sont sur les bancs. Jean-Eudes Bayala, Draman Dadian. Après Gawa, Tenkodougou et Dedougou, c'est au tour de Manga de réunir la jeunesse pour des leçons de civisme et de patriotisme. 5 jours durant, ces 300 jeunes, tous de la région du Centre-Sud, seront outillés sur ce que le Burkinabé a de plus cher, à savoir l'intégrité et l'ardeur au travail pour booster le développement de la nation. Notre objectif, c'est leur donner des connaissances pour qu'ils puissent participer de manière citoyenne à la vie de la nation. Participation au niveau politique, au niveau social et au niveau économique. Il s'agira d'inculquer certaines vertus fondamentales à ces jeunes. Tolérance, solidarité et patriotisme pour faire d'eux des hommes de demain. Et ces valeurs pour les sauvegarder méritent d'être enseignées. Moi, j'aimerais qu'on a quand même misé des formations même au niveau des établissements, même des écoles primaires, avec même dans les lycées. Bon, même pourquoi pas dans les campus. On va apprendre ce que nos aînés, ce qu'eux ils vont nous apprendre. On espère qu'ils vont trouver une solution à nos problèmes, à nos différents, nous apprendre civisme. Bon, la jeunesse, actuellement, il y a trop de chômage. Comme solution au chômage, le Service national pour le développement forme des jeunes aux métiers à Lumbila, à Bagri et à Badala. Pour mieux entreprendre, les jeunes sont donc invités à s'inscrire dans ces centres de formation du SND. Et puis, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, voici un projet digne d'intérêt, le projet d'appui à la coopération transfrontalière dans le Sahel. L'heure est à l'évaluation de la première phase de mise en œuvre. Les experts vont passer en revue les actions réalisées et analyser leur impact sur la lutte contre les menaces et les trafics transnationaux. Jean Zongo, Estelle Judith Assogba. Le projet d'appui à la coopération transfrontalière au Sahel a été conçu autour du continuum sécurité-développement. Les membres des comités de ces 3 pays sont à Ouagadougou pour débattre et valider les résultats des missions effectuées et les études préliminaires réalisées au cours de cette première phase de sa mise en œuvre. Il sera question donc de la gouvernance, le développement, la justice et la douane. Donc un certain nombre de projets et que nous allons examiner, valider afin de les transmettre pour recherche de financement. Le projet vise effectivement à ce qu'on puisse aboutir à l'implémentation d'un certain nombre d'actions qui permettent à ces populations de se sentir dans leur peau et de renforcer aussi la question de l'intégration et nous prémunir aussi du développement dans ces zones-là du terrorisme. Le projet est hébergé au sein de l'autorité de développement intégrée de la région du Liptako-Gourma et est financé par la République française. Nous allons être rejoints par d'autres, nous le sommes déjà par le Canada. C'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ces espaces, que les gens ont droit à la sécurité et au développement et que nous allons ensemble avec les pays agir pour qu'ils connaissent cette sécurité et ce développement. Il est attendu de ces experts des recommandations pertinentes et des propositions de projets qui permettront d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations des zones frontalières de ces États. Eux sont plutôt spécialisés dans les sciences du sol en Afrique. Depuis ce matin, ils sont à Ouagadougou pour leur 7e conférence. La question de la gestion durable des sols pour la production fait partie des premiers défis pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. L'objectif de ces spécialistes, c'est d'échanger leurs expériences afin de définir de nouvelles approches. Salifou Belem, Ismaël Diloma, Sirima. Venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique, ces chercheurs veulent proposer des solutions pour un développement durable de l'Afrique à travers la gestion des sols. Pendant 7 jours, les échanges seront axés sur la problématique de la conservation et de la restauration des sols, ainsi que de leur productivité.
connaître la nature du sol permet de corriger les carences qu'il y a dans le sol et apporter le nutriment nécessaire pour la production agricole. Je leur suggère quand même que ces recherches que nous arrivons à avoir des paquets technologiques quand même qui nous permettent justement de mettre en pratique sur le terrain. À cette 7e conférence de la Société des sciences du sol en Afrique, les organisateurs envisagent de lancer une plateforme de la biologie et de la fertilité des sols tropicaux. La plateforme sur la biologie des sols, c'est comment amener les chercheurs qui travaillent dans ce domaine précis à créer une plateforme, une sorte de réseau pour échanger là-dessus. À côté de l'IITA, il y aura aussi une initiative que l'IFDC va présenter dans le domaine des recommandations des engrais. Et le dernier jour, ça sera des initiatives du Burkina Faso au niveau du ministère de la Recherche, du ministère de l'Environnement. Au-delà de la conférence en salle, des visites de terrain pour apprécier la qualité de différents sols sont prévues à Sapui, à Pau et au Nord Ghana. Et pour tous ces chercheurs, le même talon d'Achille, à savoir le nerf de la guerre, est pourtant sans argent, difficile de mener avec succès un projet de recherche. Un appel est lancé au secteur privé. Le retour sur investissement est presque garanti, même s'il s'inscrit bien souvent dans le long terme. Le sujet était au cœur d'une table ronde organisée à l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Drissa Traoré, Karim Sissé. Le partenariat secteur privé-public pour le financement de la recherche scientifique semble être timide au Burkina Faso. Le constat est du vice-président de l'UPB, l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Et pourtant, le professeur Aboubakar Togoyini pense que la recherche nationale pourrait être un levier pour le secteur privé. Aujourd'hui, si vous regardez, notre production cotonnière s'est développée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un programme coton qui accompagne, bien sûr, la production de cela. Si vous regardez également aujourd'hui, avec les semences améliorées de maïs qui sont là, qui ont des rendements hautement plus chauds, c'est parce que la recherche aussi a été à la base. Mais pendant combien de temps la recherche a fait cela? Donc c'est pour dire que nous devons bien sûr investir aujourd'hui dans la recherche. Et comme je l'ai dit, la recherche, ce n'est pas quelque chose qui, vous commencez aujourd'hui, demain vous avez le résultat. C'est un investissement à long terme et il faut savoir l'accepter aussi. Même si la recherche nationale relève de la souveraineté de l'État, Dr Oumar Sanogo, directeur scientifique du Centre national de la recherche scientifique et technologique, trouve que le secteur privé doit s'impliquer davantage. Le défi, c'est de prouver que nous pouvons transformer leurs activités. C'est de montrer que nos activités de recherche, ce ne sont pas des activités de recherche de rêveurs, mais des activités de recherche qui peuvent transformer la société, transformer les systèmes de production nationaux. À l'occasion de cette rencontre, les meilleurs présentateurs des stands d'exposition lors des journées scientifiques de l'UPB ont reçu des attestations de reconnaissance. Santé à présent, c'est un apport important dans la lutte contre la malnutrition au Burkina. Des kits d'intrants nutritionnels d'une valeur de 3 milliards de francs CFA ont été remis aujourd'hui au ministère de la Santé. C'est une contribution de l'UNICEF et de l'Union européenne. Amadou Ilboudo, Lazare Pouya. Le tribunal spécial africain a enfin rendu son verdict. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, esclavage et enlèvement. Il passera le restant de ses jours en prison. Hissène Habré a dirigé le Tchad entre 82 et 90 avant d'être renversé par l'un de ses anciens collaborateurs, l'actuel président Idriss Déby, et de se réfugier au Sénégal. La répression politique de son régime, à base de détentions arbitraires et de tortures, aurait fait 40 000 morts. Pour l'ONG Human Rights Watch, ce procès est un précédent extraordinaire qui montre que des tribunaux africains peuvent juger des crimes commis en Afrique.
On me fait signe que ce reportage que j'avais annoncé donc n'est pas encore aligné. Nous avons plutôt suivi la condamnation à perpétuité donc pour l'ancien président Hissène Habré. Le tribunal spécial africain a rendu son verdict aujourd'hui à Dakar et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu la main lourde. L'ancien président tchadien a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, esclavage et enlèvement. Le décompte macabre qui se poursuit en Méditerranée. Rien que la semaine dernière, 700 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe selon les Nations Unies. Des milliers d'autres ont eu plus de chance, secourus par les gardes-côtes italiens alors que leur embarcation était en train de sombrer. Le retour du beau temps favorise les tentatives de traverser et les passeurs pour attirer les candidats proposent des tarifs à partir de 400 €, soit environ 250 000 francs CFA. Les dépouilles de candidats à l'exil dont le périple a pris fin dans des conditions dramatiques quelque part en Méditerranée. Cette semaine, quelques 700 migrants ont péri en cherchant à rallier les côtes italiennes, estime le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Ici, à Reggio Calabria, dans le sud de la péninsule, le navire Vega de la marine italienne accoste avec également à son bord 629 migrants secourus en mer. Parmi eux, ce jeune Érythréen. Tous mes amis m'ont dit que ce serait difficile, témoigne-t-il. Ils m'ont découragé de tenter la traversée. Mais je ne les ai pas crus. Je me suis dit que ce serait facile. Mais avec ce que j'ai vécu, je comprends maintenant. C'est horrible. Mais pour moi, ça aurait été pareil si j'étais resté dans mon pays, car je risquais la mort aussi. À l'approche de l'été, le nombre de bateaux tentant la périlleuse traversée entre la Libye et l'Italie a bondi. Les passeurs proposent des prix spéciaux à 400 € pour attirer les migrants, selon des témoignages recueillis par le quotidien sicilien La Repubblica. Voilà, cette fois c'est la bonne, du moins je l'espère. Je vous le disais, c'est un apport important dans la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Des kits d'intrants nutritionnels d'une valeur de 3 milliards de francs CFA ont été remis aujourd'hui au ministère de la Santé. C'est une contribution de l'UNICEF et de l'Union européenne. Reportage Amadou Ilboudo et Lazare Pouya. Voilà, des soucis donc avec cet élément. Je crois que nous allons poursuivre le journal et nous allons vous proposer donc de retrouver cette remise de kits nutritionnels au ministère de la Santé dans nos prochaines éditions. À présent, la revue de presse des quotidiens en ce premier jour de la semaine. Deux sujets majeurs à retenir, la communication gouvernementale et le procès Hissène Habré. Aimé Solange Guigma. Nous allons donc terminer ce journal, c'est la fin donc. Merci à vous qui l'avez suivi et surtout ne décrochez pas. Tout de suite à 21 h, c'est le service des sports qui vous retrouve pour l'actualité sportive. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.